Bonjour à vous les bistronautes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Bistrot de la Photo. J'ai le privilège de me retrouver dans l'antre de Monsieur Sanders. Monsieur Sanders, vous le connaissez si vous avez regardé le live, c'est le spécialiste de la photo argentique dans l'équipe du Bistrot de la Photo. Il paraît. Ah bah oui, ouais. Je pense qu'en tout cas on peut vous donner ce titre et évidemment on va parler donc de photo argentique aujourd'hui. On va parler surtout de comment bien choisir son appareil photo argentique si vous le chinez, si vous l'achetez en brocante. Parce que si je ne dis pas de bêtises, Monsieur Sanders, Oui. Pour le moment, en 2022, on a 3 manières d'acheter un appareil photo argentique. Si je reprends l'époque où moi j'ai démarré la photo, il y avait encore de l'argentique, j'ai fait mes études photo en argentique, et donc j'allais au magasin, j'achetais un appareil photo neuf, Oui. et j'avais une garantie, je ne me posais pas la question de savoir s'il fonctionnait, il fonctionnait, et au moindre souci, j'avais mes 2 ans de garantie, je le ramenais, on me le réparait, on me le rendait, pas de souci. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup moins d'appareils photo neufs. Il y a certaines marques qui en font encore, Oui. mais c'est un certain budget. Donc C'est ça, ou des appareils plutôt comiques, je dirais, artistiquement créatifs, on va les dire comme ça. Mais si on veut un appareil vraiment, un vrai appareil photo réflexe argentique, par exemple, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Et donc, si on veut vraiment se relancer dedans et retoucher à l'appareil argentique, on n'a peut-être pas envie de faire ce gros investissement du premier coup. Donc, les autres choix qui s'offrent alors aux personnes qui veulent repasser à l'argentique, c'est soit de passer par un revendeur, soit de privé, soit de professionnel à magasin, mais dont l'appareil qu'il vend a été checké auparavant, soit de réviser, soit de vraiment checker avec beaucoup d'attention, testé avec un film. On va dire c'est des appareils service, comme on appelle ça. Ils ont reçu le service, l'entretien, et il était remis presque à neuf. C'est ça. Ouais. Et donc là aussi, on a parfois même des magasins qui remettent une petite garantie de 6 mois. Hein. C'est ça, exactement. Donc là, on a un appareil, on est un peu plus sûr, mais là, encore une fois, l'investissement est un petit peu plus important qu'un appareil photo chiné en brocante, et c'est de ça qu'on va parler. Donc, si vous voulez vraiment prendre votre premier appareil photo argentique et que vous avez l'habitude de vous rendre dans les brocantes, comment, en tout cas, avoir certains petits points d'attention pour bien choisir son appareil et limiter, parce qu'il n'y a pas de risque 0%, mais limiter les risques et espérer que cet appareil fonctionne, en tout cas soit opérationnel. Exactement. Hein. Mais avant toute chose, abonne-toi à la chaîne, hein, active la petite cloche aussi pour ne rater aucun contenu du Bistrot de la Photo. Il va en avoir encore plein, que ce soit en photo argentique avec Monsieur Sanders ou en photo digitale avec moi ou un autre créateur du Bistrot de la Photo. On va même parler d'aspiration. Bref, plein de choses sur le Bistrot de la Photo. Abonne-toi, active la petite cloche. On retourne donc à nos moutons, à nos appareils photo plutôt. Oui. Je vous écoute, Monsieur Sanders. Comment, moi, si je veux en brocante, rendons-nous tous les deux en brocante. C'est ça. Et aidez-moi à bien choisir mon appareil photo. Exactement. Donc, nous allons en brocante chercher et chiner des appareils photo. On va pouvoir trouver une multitude d'appareils photo qui vont couvrir des années 1920 jusqu'à la fin de l'ère argentique, dans les années 2000. Toute cette époque, en fait, va nous amener vers différentes technologies, et chaque technologie va pouvoir être contrôlée ou pas. Je m'explique. Si je prends des appareils qui sont nés, on va dire, dans les années 70, 70 pour nos amis français, nous allons tomber sur des appareils très mécaniques, qui ne nécessitent pas de pile pour fonctionner, ou si il nécessite une pile, la pile ne servira que à mesurer la lumière. Donc, on n'aura aucune incidence sur la partie mécanique de l'appareil. Si je ne mets pas la pile, je sais utiliser l'appareil photo. Exactement. Okay. Après, il faudra mesurer la lumière. Il existe plein de choses pour y arriver. On y reviendra plus tard. Mais effectivement, l'appareil mécaniquement pourra fonctionner sans pile. Si j'avance dans l'évolution des appareils photo, je vais retomber dans les années 80, où je vais avoir des appareils comme celui-ci, dont la cellule, qui est évidemment alimentée par une pile, va en fait contrôler la partie mécanique de l'appareil photo. Donc, sans pile, je ne peux pas tester l'appareil. Donc déjà là, on y reviendra plus tard. Et puis après, on avance dans les années 90, dans les années 90, appareil purement électronique, sans pile, je ne sais plus rien vérifier. Il n'y a absolument aucun contrôle ou très peu de contrôle que je peux apporter. Donc plus on avance, paradoxalement, plus on a avancé dans la technologie, moins l'appareil est vérifiable pour le chineur en fait. Exactement. Donc on prend plus l'appareil est récent, plus je prends des risques en brocante. Alors après, moi, je vais être un peu nuancé. Effectivement, plus je vais prendre l'appareil récent, moins j'aurai de contrôle qualité, je vais dire, en regardant l'appareil. Maintenant, plus on se rapproche, plus l'espace-temps qui nous sépare de l'appareil est court, logiquement, au moins, j'ai des chances d'avoir des problèmes, des pannes dans l'appareil. Un appareil qui a été vendu en 2005, il y a 17 ans, 18 ans, ma foi, normalement, elle devrait fonctionner. D'accord. Et j'ai aussi une autre théorie qui dit que ce qui reste sur les brocantes, logiquement, sont des appareils qui devraient fonctionner. L'appareil qui est tombé, cassé, a été jeté à son époque au container et a disparu de la circulation. Ok. N'empêche qu'il faut avoir certains réflexes. Nous, on va se pencher sur les appareils purement mécaniques. Par exemple, comme celui-ci. Ok.
Sur ce genre d'appareil, la première chose à faire, bah, c'est un check visuel. Est-ce que mon appareil présente des coups, des fissures, un témoignage comme de quoi il serait tombé? C'est jamais très bon d'acheter un appareil qui serait... Là, on ne parle pas d'usure normale d'un appareil photo. Non, hein, donc, s'il a des micro-griffures, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça le problème. Exactement. C'est vraiment un gros coup. On remarque un coup sur le côté, un POC, une molette qui serait un petit peu de biais, ce genre de choses. C'est pas terrible. Donc, la première chose va être un vrai contrôle visuel de l'appareil. Une fois qu'il a passé le contrôle visuel et que quand je le secoue, il ne fait pas maracas, on va pouvoir aller plus loin. Plus loin, c'est simplement porter l'appareil à son œil et regarder si mon viseur est clair. Il n'est pas complètement embué. S'il est complètement embué, ça pourrait amener de l'humidité parce qu'il était mal stocké dans une cave pendant une dizaine d'années ou deux et amener d'autres problèmes dans l'appareil. Voir après des petits points noirs qui apparaîtraient dans son viseur, c'est tout à fait normal. C'est de la poussière qui, au fur et à mesure des années, vient se mettre là-bas. Ça ne change pas la qualité de l'appareil. C'est juste du confort. Et on ne peut pas envisager, se dire, c'est pas grave, je ne vois rien dans le viseur, mais je le nettoierai moi-même. C'est pas la bonne idée. J'ai déjà essayé. Voilà. C'est dans le fond de la cave, dans une boîte à jeter. Ou plutôt à donner, on verra ce que j'en fais plus tard. Ou pour de la décoration. Donc, effectivement, intervenir soi-même sur les appareils, même s'il y a beaucoup de tutos sur YouTube, ce n'est pas aussi évident, sauf si vous avez l'habitude de réparer des montres, des horloges, ce genre de choses, où là, on va pouvoir y aller. Moi, j'ai essayé, je ne sais plus. Voilà, c'est réglé. Voilà, j'essaie de trouver des réparateurs. Vous laissez ça à des réparateurs qui ont plus d'expérience que moi. Exactement. Dernière, alors, autre chose, les appareils qui, par exemple, comme ici, ont besoin d'une pile pour activer la cellule. C'est ça. Je vais simplement regarder le compartiment de la pile et voir qu'il n'y a pas d'oxydation de pile, ou en tout cas que la pile n'a pas coulé à l'intérieur, qu'il n'y a pas ce liquide verdâtre, un peu comme du plâtre vert, qui serait dedans. Si c'est le cas, ça veut dire que la pile a coulé. Quand les piles coulent, bon, faire attention. En tout cas, on doit garder ça en tête quand on va chiner le prix à un moment donné. Il y a beaucoup de piles différentes pour les appareils photo, je pense. C'est inenvisageable de venir en brocante avec des piles pour les tester. Ça, c'est la grande... quand on va chiner sur une brocante, le but est de faire une bonne affaire, débarquer avec sa petite boîte à outils, son monocle et sa lampe de poche et commencer à tout regarder. Et être habillé comme Monsieur Sander. Exactement. Va quand même indiquer au vendeur qui est en face de vous que vous savez, que vous allez connaître la valeur de l'appareil. Alors après, je ne rentre pas dans le débat des brocantes, mais... vaut mieux être plutôt neutre, regarder de façon discrète l'appareil que tout de suite montrer qu'on s'y connaît parce qu'automatiquement le prix va monter. Après, moi, il est déjà arrivé en brocante, que je discute avec le brocanteur, j'explique l'appareil, ce pourquoi, comment, et qu'on arrive à un prix où on est tous les deux gagnants. Le but n'est pas non plus de partir avec des appareils à 1 €, mais voilà, il faut porter un peu attention. Ça reste des vieilles machines qui ont 50 ans, 60 ans. À l'époque, on ne fabriquait pas des machines pour qu'elles durent 60 ans dans le temps. On se dit, bon, on va aller en 20 ans et puis après, on va faire l'upgrade. On va sortir un nouveau boîtier, etc. Et donc, il est clair que personne en 1900, dans les années 70, 70, s'est dit, on va faire un appareil et il va renaître. Il aura une deuxième vie en 2022, voire bientôt 2023. Je veux dire, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Donc, j'ai vérifié le petit check visuel. Mon viseur, il est clair. Mon compartiment à pile, s'il y en a un, est propre. Ça commence bien. Après, je vais simplement armer mon appareil et écouter. Une petite satisfaction quand même, un peu d'ASMR. On recommence. Voilà. Et je vais écouter qu'il déclenche. Donc, l'appareil a déclenché. Ça, c'est bien. Ça veut déjà dire que l'appareil, mécaniquement, en tout cas, très bien, a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour continuer à fonctionner. Ce qu'on va faire, c'est déclencher à différentes vitesses. On a une molette des vitesses sur les appareils photo. Et je vais mettre 1 seconde et estimer que ça fait 1 seconde. Oui, on y est voilà. Plus moi. L'idée, c'est de changer, de tourner la bague des vitesses et d'écouter que les vitesses évoluent. Si ça reste tout le temps, bim, clac, quelle que soit la vitesse, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'appareil. Si ça s'accélère au plus on met une vitesse rapide, ma foi, c'est bon signe. C'est bon signe. Donc, une fois que j'ai vérifié le côté mécanique extérieur qui déclenche, juste pour le plaisir, je vais ouvrir l'appareil. Et là, je vais vous demander, monsieur Karim, bien entendu, l'autre caméra. Grand plaisir, voilà. Je vais d'abord, viens ici, toi, ouvrir mon appareil, bim, voilà. Je vais simplement vérifier que quand j'arme mon appareil, le rideau qui est ici, qu'on ne va surtout pas toucher avec son doigt, c'est fragile. Et c'est vraiment très fragile. Je vais vérifier que quand je l'arme, le rideau suit bien le mouvement, qu'il ne se met pas de travers, qu'il n'y a pas de rideau. C'est cousu. Ah oui, on va le remettre pour la vision. On regarde. On a des coutures là. Ici. Et donc, on va bien vérifier que le rideau s'arme proprement et que quand je déclenche, alors je l'ai pas armé jusqu'à fond, c'est parti. Qu'il n'y a pas de choses bizarres. Par exemple, si le rideau restait ouvert, à moitié ouvert maintenant, c'est un problème. Ça veut dire que la lumière continue à frapper votre négatif, donc on va brûler la moitié de la photo. Si le rideau, quand je fais ma photo, fait vraiment des choses bizarres, voilà.
Ça se répare pas. C'est très compliqué. Alors, soit de vous trouver des appareils prestigieux à des prix ridicules où on peut engager des gros frais dessus. Bon, chacun est libre. C'est vraiment l'affaire du siècle. On n'en trouve pas beaucoup. Exactement. Hein. Ouais. C'est l'éternelle légende urbaine du Leica à 20 € sur les brocantes. Personnellement, je n'en ai jamais vu. Mais voilà, le rideau est un point important. L'autre point important, c'est regarder la propreté du boîtier. Alors, c'est normal qu'il y ait des petites taches à l'intérieur, mais ça ne doit pas être le fond d'une poubelle publique. Donc, il y a des choses quand même à regarder à ce niveau-là. Donc, encore une fois, j'arme, je vérifie que le rideau s'ouvre normalement. Ça, c'est pour la partie mécanique du boîtier. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on va avoir une partie qui concerne l'objectif. Mécaniquement, d'abord, est-ce que mon boîtier, en tout cas, est-ce que la bague de mise au point de mon objectif est fluide? Bah, ici, vous voyez bien, le cas, voilà, je suis en train de tourner, je ne force pas pour y arriver, ça fonctionne normalement. Et est-ce que ma bague de diaph est bien crantée et qu'elle se passe bien? C'est très agréable à écouter aussi. On va l'écouter ici. Oui, voilà. Elle est bien crantée. Elle est bien crantée, voilà. Alors, autre chose à faire, retirer son optique avec précaution. Alors, je vais mettre ça par là. Je vais éclairer mon optique par l'arrière. Alors, on va venir ici. Donc, je vais simplement vérifier maintenant que quand j'ouvre mon obturateur, mon diaph, pardon, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de lenteur. Alors, dernière chose, il reste deux choses à vérifier, Monsieur Karim. Oui. C'est la réactivité du diaph. La réactivité, c'est quoi? C'est quand vous faites une photo sur un réflexe, en tout cas mécanique, et même dans les réflexes argentiques, l'obturateur va être ouvert, le diaphragme va être ouvert à 100% le temps de faire la mise au point. Et quand vous allez déclencher, il va se fermer instantanément à l'ouverture. À l'ouverture choisie, exactement. Ça, ouais. Donc, il faut que cette fermeture se fasse de façon éclair. S'il prend du temps à se refermer, la photo va être surexposée et donc ça va être un problème. Donc, pour ce faire, écoutez bien. Castagnette. Castagnette, exactement. Oui. L'effet castagnette. Espagnol. Voilà. Ça doit aller très très vite. En allant très très vite, bah là, vous êtes sûr que ça fonctionne. Par exemple, si je prends une autre optique qui a un petit problème pour l'instant, si vous regardez, c'est moins instantané. C'est-à-dire que vous voyez même que quand je l'ouvre, il y a une latence en fait qui se crée. C'est simplement qu'il y a de l'huile qui a coulé avec le temps sur mes lamelles. Et du coup, maintenant, bah, quand je vais le relâcher, il prend son temps. Ouais. Et donc, ça veut dire... En plus, c'est pas... Enfin, moi qui suis un profane hein, par rapport à vous, c'est pas... Ça ne saute pas aux yeux. Je le vois parce que je vois la différence avec celui qui va bien. C'est ça, tout à fait. Donc, on pourrait passer à côté de ce problème. Exactement, exactement. Et je vais remontrer. On voit bien que c'est moins flash. Oui, là, je le vois clairement. Hein, mais... Et puis même, on l'entend bien. Hein. Il prend du temps. Ceci dit, je l'ai vraiment testé. Bon, voilà, celui-là doit être nettoyé. C'est compliqué. Je ne sais toujours pas ce que je vais en faire à venir. Donc, ça, c'est pour... la partie mécanique de l'optique. Dernière chose qu'on va vérifier, c'est si l'optique a des champignons. D'accord. Alors, les champignons, c'est quoi? C'est l'humidité qui va se mettre à l'intérieur et qui va nous amener, en fait, à des champignons, comme on peut le voir sur la photo pour l'instant. Pour ce faire, vous prenez la lampe de poche de votre smartphone, vous ouvrez l'objectif bien grand, vous mettez la lampe derrière, hop, comme ceci, et vous allez regarder au travers. Si on voit apparaître ce genre de filament ou comme ceci, là, c'est mal barre. C'est vraiment... gravement atteint. C'est un cas extrême. Ça va arriver simplement parce que les objectifs ont été stockés pendant des dizaines d'années dans une cave, par exemple, dans des endroits qui ne sont pas secs, et amener donc ce genre de problème de champignons. Encore une fois, c'est compliqué à être réparé. Voilà, on ne s'improvise. On ne s'aventure pas là-dedans. Non, sauf si vous avez payé l'optique 2 € et que vous dites je vais tester, mais dites-vous bien que dès que vous allez l'ouvrir, 9 chances sur 10 qu'elle part à la poubelle. D'accord. J'ai déjà testé. Oui. C'est parti à la poubelle. Okay. Voilà. Donc, ce genre de choses, on évite aussi les champignons avec simplement une petite lampe de poche de smartphone. Comme vous l'avez dit, on sait très très bien le voir. Maintenant, on ne parle pas de poussière de l'objectif. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. Avoir quelques petites poussières quand vous allez le regarder est tout à fait normal. D'abord, c'est peut-être dessus. Oui. On peut le faire gentiment. Encore une fois, attention, si vous arrivez avec votre poire pour souffler et vos lingettes spéciales. Le prix va monter. Le prix va monter. C'est bête, mais c'est la réalité. Et c'est normal. Si moi, j'étais en train de le vendre et que je me dis, tiens, le monsieur, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Par exemple, monsieur Karim, moi, je n'y connais pas. Viens acheter sur ma brocante un appareil photo que j'ai trouvé dans le grenier et que qu'il le retourne dans tous les sens. Tout d'un coup, voilà. Et qu'il y porte une attention très particulière. Ouais, exactement. Dernière chose, est-ce que j'ai parlé du miroir? Non, le miroir qui se relève. Donc, je vais reprendre, en fait, un appareil photo. On est reparti sur le close-up. Donc, si on regarde sur l'appareil photo, il y a un miroir, en fait, que vous ne voyez pas, mais ça, c'est un miroir. On ne le voit pas parce qu'en fait, il y a le reflet, tout simplement. Et quand je vais déclencher, ce miroir doit... Sur un réflexe, hein. Sur un réflexe, bien sûr. Évidemment, c'est la visée réflexe, justement. Exactement. Donc, voilà. Et donc, quand je pousse, on voit le miroir qui monte et qui descend. Et il faut qu'il redescende, évidemment. S'il ne redescend pas, ça veut dire qu'il y a le ressort de rappel qui est grippé. Et ça, encore une fois, pas simple. Allez mettre la petite
goutte d'huile de machine à coudre là où on veut, c'est pas si simple que ça. Donc, c'est mécanique. Vous pouvez vérifier. Si à un moment donné vous dites c'est bizarre, quand le miroir il reste collé vers le haut, pas bon plan. Quand j'arme derrière et que je vois que le rideau reste avec une fente à moitié ouverte, pas bon plan. Quand je le secoue et que ça fait maracas, pas bon plan. Donc, c'est tout ce côté, effectivement, sur les appareils réflexes mécaniques qu'on va pouvoir vérifier. Si après, je passe sur les réflexes dont la pile contrôle mon ouverture, sans pile, je ne sais rien voir. Tout ce que je vais pouvoir voir, c'est est-ce qu'il est beau dedans. La même chose sur l'objectif, ça, il n'y a pas de souci. Je vais voir. Je ne sais pas le déclencher. Mais je ne vais pas pouvoir le déclencher. Donc là, c'est vraiment... une prise de risque supplémentaire. Prise de risque, et encore plus quand on monte dans les gammes, dans les années 90-90. Là, on achète à l'aveugle. On achète à l'aveugle. C'est le genre d'appareil, je dirais, vous avez une chance sur deux, c'est un peu pile ou face, sans faire de grands jeux de mots. Si je le reprends ici, par exemple, Monsieur Karim Close-Up, on va pouvoir vérifier des choses qui sont à l'intérieur, comme mon rideau ici, qui est plutôt un volet vertical. Les technologies ont évolué. Ce qui ressemble plus d'ailleurs au rideau d'actuel qu'on a sur nos réflexes numériques. Ouais. Je peux quand même regarder s'il est en bonne santé, si je ne vois pas de fissure dessus, de cassure, je peux vérifier mon miroir, ce genre de choses. Si le miroir a été relevé déjà par défaut, ça commence mal. Donc ici, je vais pouvoir vérifier. Par exemple, celui-ci, c'est un appareil qu'on m'a donné et qui fonctionne parfaitement bien. En fait, même les vitesses sont complètement folles pour un appareil donné. Une bonne affaire. Une bonne affaire à ce prix-là, pour gratuit. Gratuit, c'est pas cher. Après, j'en ai déjà acheté un deuxième comme ça. Vraiment, en fait, en gros, j'ai acheté un lot dans lequel il y avait beaucoup de pellicules périmées qui m'intéressaient. Là, pareil, je me dis, c'est pas grave. Il est dans le lot, on va pas commencer à faire, à ennuyer le vendeur. Quand j'ai pris l'appareil, j'ai mis une pile, j'ai vu qu'il allait. Quand je suis rentré chez moi, que j'ai été plus loin, surprise, la petite molette ici. En fait, elle était mal crantée et je ne sais plus régler les ouvertures de mon optique. C'est ça. Donc, elle tournait, donc vous aviez l'impression qu'elle fonctionne, mais effectivement, électroniquement, elle ne faisait plus rien. Et je vais même vous dire, parce que de temps en temps, quand on chine, on est un peu pris par l'émotion, on trouve des choses, oh mon Dieu. Et en fait, on passe à côté de choses. Et là, j'étais un peu passé. Ceci dit, je l'avais simplement pris pour les pellicules périmées qui étaient à l'intérieur, qui m'intéressaient grandement. L'appareil, je l'aurais pris ou pas, ça n'aurait pas changé le prix. Bon, il est aussi avec les autres dans la cave, dans le bac de la décoration YouTube. Et justement, ce côté émotionnel, peut-être que c'est même le premier conseil avant tous les autres points d'attention, c'est le sang-froid. D'abord, ne pas s'emballer et regarder. Le sang-froid, effectivement. Voilà, je mets un peu des appareils, tant qu'à faire, comme ça on voit un peu quelques appareils argentiques. Mais effectivement, le sang-froid, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que acheter un appareil argentique, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Et ça va dans tous les sens. Je veux dire, il faut prendre le temps, avoir la réflexion de bien trouver l'appareil et de se poser les bonnes questions. Maintenant, si on est passé à travers tout ça, on aura, j'ai envie de dire, une certaine chance d'avoir un appareil. On va peut-être se mettre comme ça. Oui, pardon. Oui, on va faire ça. Pas attentif. Je vous écoutais tellement attentivement. Ce n'est pas grave. Vous êtes tout pardonné. Une fois qu'on va avoir tout ça, ce n'est pas pour ça qu'on a un appareil qui est 100% fonctionnel. On a un appareil qui est fonctionnel. Dans une autre vidéo, ultérieurement, nous allons parler de comment vérifier après avoir fait des photos que l'appareil est 100% fonctionnel. Mais on a déjà mis pas mal de chances de notre côté pour y arriver. Car même si l'appareil n'est pas 100% fonctionnel, on va pouvoir, avec les contraintes que l'appareil nous donne, arriver à le faire fonctionner. En trichant un peu sur certaines choses, mais n'en parlons pas trop vite. D'accord. Donc là, avec ces points d'attention-là, je suis dans une brocante, je ne sais vérifier que ça. Enfin, là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Limiter mes chances. Je ne dois pas m'emballer financièrement parce qu'il y a toujours de risques qui ne fonctionnent pas. Je vais vous donner par exemple mon exemple. Des appareils photo, j'en ai chiné des dizaines et des dizaines. Je devrais en avoir plus ou moins 50, 60 chez moi. Dedans, des appareils 100% fonctionnels. Tip-top, il y en a deux. En fait, il y en a trois. Il y a un Leica. Voilà, c'est comme ça. Et il y a deux appareils Minolta qui, quand je les ai mesurés, parce que j'ai de quoi mesurer les vitesses, où je me suis dit, j'ai fait une très bonne affaire. Il sort de sa boîte. Quasiment, exactement. À 5% près. Après, j'ai plein d'appareils. Ok, il y a une tolérance, je la connais. Donc, je sais comment, soit au développement, soit à la prise de vue, anticiper et connaître le comportement de l'appareil. Donc, voilà, et par contre, des appareils qui ne fonctionnent pas, j'en ai aussi légion. Surtout dans les petits point and shoot, par exemple, les petits point and shoot. Laissez-moi en prendre un bien connu. Hop. Olympus, View 2, qui a super la cote en phototru, exceptionnel optique, 35 mm 2.8, ça claque. C'était le mien personnel. Du jour au lendemain, il a arrêté de fonctionner. Et vu que c'est du full électronique, c'est irréparable. Je ne sais vraiment pas savoir pourquoi il ne va plus. Bon, peut-être qu'un jour je le ferai réparer. À côté de ça, on peut faire des affaires. Voilà, ça je l'ai déjà présenté sur notre compte Instagram. D'ailleurs, allez vous abonner aussi au compte Instagram. Le lien est juste ici dans la description de la vidéo. Et effectivement, Monsieur Sanders nous a fait une petite chronique sur cet magnifique appareil Canon. Exactement. Et lui, je l'ai chiné à un prix normal chez un collectionneur. Il est en parfait état. Tout fonctionne.
Voilà. Et quand j'étais, par contre, c'est un achat chez un privé, on a eu le temps de mettre des piles, on a discuté photo, on a parlé, s'il y avait on a installé un climat de confiance qui était très cool. On a échangé 1h30 sur la photo, on a parlé 30 minutes de l'appareil, mais en attendant, c'est un appareil dont je suis très content. Après, dernière chose auquel il faut être très attentif, c'est que de 1930 à 2010 plus ou moins, des formats de pellicule, il y en a eu beaucoup. Il y a eu vraiment une grande diversité de films. Aujourd'hui, le plus connu, c'est le 24-36. C'est la pellicule qui a donné la taille au capteur plein format sur nos appareils photo digitaux. Ce film 24-36 ou 10-135, on en trouve sans difficulté, hormis les films couleurs. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc, mais on n'arrête pas la production. Il y a juste une petite pénurie maintenant, mais ça n'est pas en train de s'arrêter. Non, du contraire, justement. Exactement. Ouais. On va aussi trouver des films au format 120, on en reparlera plus tard. C'est pour les très vieux appareils début du siècle. Et puis après, il y a des choses qui sont apparues dans les années 50-60, format qu'on appelle le 126, le 127. Un peu plus original. Voilà. Ou le format 110, c'est les tout petits appareils comme ça, genre espion, avec une petite cassette qu'on mettait derrière. On n'en trouve plus que 3 modèles à un prix complètement fou, et dont le résultat n'est pas complètement fou. Donc, c'est peut-être des appareils qu'on pourrait se dire, mettons-les de côté pour l'instant, c'est pas super intéressant. Autre exemple, mon père me ramène ce site brocante. Un petit appareil Pentax dans un état nickel chrome, comme s'il était sorti de sa boîte. Et en fait, en regardant, on voit que c'est dans le format APS. Qui a donné le nom au capteur APS-C d'ailleurs. C'est le même format que le capteur APS-C. Donc les films APS, même s'ils sont plus récents que les films 24-36 qu'on utilise finalement à Hollywood aussi pour faire des films, ne sont plus fabriqués. Donc, hormis trouver de la pellicule périmée et trouver encore un magasin qui veut bien me développer ce genre de pellicule, ça aussi c'est rare, ça va jouer. Cet appareil, c'est un beau presse-papier que je peux avoir sur mon bureau ou dans le décor du bistrot, mais il sera pas malheureusement fonctionnel, malgré qu'il est tellement beau. Et on a juste envie de l'utiliser, d'aller faire des photos avec, mais je ne peux pas. Donc, attention au format de film. Restez sur des appareils. Je dirais même, fixez-vous un objectif. Je vous fixe un appareil. Pas mal. Genre, je vais chiner un Canon série A, A1, AE1, A1. Et c'est ça que je cherche. Je vais aller lire sur Internet le mode d'emploi. Je vais aller voir les vidéos explicatifs. Et même si je tombe sur un Leica à 20 €, je ne le prends pas parce que je cherche mon Canon. Non, là, vous m'appelez, en fait. Et je le prends pour vous. Et donc, la même chose avec les appareils Nikon. C'est-à-dire qu'on se fixe. Moi, c'est comme ça que je suis arrivé chez Minolta, finalement. Je cherchais à un moment donné des appareils argentiques parce que j'avais envie un peu de me mettre des nouveaux challenges. Et en cherchant un peu, Minolta est apparu comme un appareil peu cher, parce que Canon, Nikon ont quand même encore une très grande aura à l'heure actuelle. Et donc, Minolta, finalement, les gens ne connaissent pas. Alors que pas moins bon du tout. Du tout, autre que des photocopieurs. Donc, ça. Et voilà. Et du coup, on trouve des appareils Minolta vraiment 20-25 € pour avoir un SRT 101, par exemple, avec une optique. C'est des choses qui sont régulières sur les brocantes. Et en plus, comme c'est des appareils, donc le SRT 101, c'est celui-ci que j'ai montré tout à l'heure. Je vais me remettre son optique, car elle est plus jolie avec son optique. Ce sont des appareils qu'on peut trouver même avec des excellentes optiques 1.4 pour 25-30 €. Oui, donc c'est vraiment de très bonnes affaires. Là, si on a un peu de chance et qu'il est juste dans ses vitesses, là, on fait vraiment des bonnes affaires. Donc, tout ça pour dire, on ne s'emballe pas trop vite. On vérifie les quelques points dont j'ai parlé. On check visuel, regardez dans le viseur. Est-ce que mécaniquement il s'arme? Est-ce qu'il n'y a pas d'anomalie qu'on pourrait détecter? Et on est bien mis. Peut-être éviter les point and shoot dans un premier temps. Parce que des point and shoot, moi, j'en ai plus dans un carton qui ne fonctionne pas que ceux que j'utilise. Ok, il y a plus de risques avec les point and shoot qu'avec... on ne fait rien vérifier que quand on rentre à la maison, qu'on met une pile. Effectivement, bah oui. Tout à fait, on en revient à ce système d'électronique et de piles. Exactement. Alors, on pourrait se dire, oui, mais c'est récent, mais même moi, la fois dernière, j'en ai encore acheté en brocante. Il y avait une microfêlure que j'ai pas vue et quand je déclenche, l'appareil s'éteint. Ok, ouais, donc fini. J'en ai un autre, il est tout nickel chrome dans sa boîte. Quand je zoome, il fait pas, en fait, il fait la mise au point se bloque et puis à un moment donné, il fait clac. Il refonctionne 3-4 photos et puis il se rebloque et je ne sais pas pourquoi. Un petit point quand même dans lequel, un petit point qu'on a abordé tous les deux, avant de démarrer cette vidéo et que vous n'avez pas abordé encore ici. Donc je reviens un peu en arrière sur le choix du boîtier. C'est quand on a un boîtier en brocante où il y a un film dedans. Oui, oui, parce que ça c'est important, je pense. Donc effectivement, trouver un appareil avec un film qui était tout le monde aura déjà ouvert le dos de l'appareil. Il ne faut pas rêver. Le film est mort. Ouais. Mais si le film a été fait à moitié, c'est-à-dire que quand j'ouvre le boîtier et que je vois beaucoup de pellicules bobinées, donc sorties de sa cartouche, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que ce film qui a été commencé n'a pas été développé? À partir de là, on pourra se poser des questions. Est-ce que l'appareil ne serait pas tombé en panne? Aurait occasionné l'achat d'un nouvel appareil et qu'on les remisait dans le fin fond du grenier en l'oubliant pendant 15-20 ans. Si le film est amorcé mais n'a jamais fait de photo, on pourrait se dire, bon, c'est rien, ils ont oublié, puis ils ont changé de technologie. Mais un film qui était... C'est à moitié, C'est étrange, c'est comme acheter un appareil photo digital avec des photos à l'intérieur. C'est-à-dire, mais pourquoi est-ce que les gens n'ont pas ressorti leur carte? Il y a eu sûrement un problème. Donc c'est peut-être une petite chose auquel on doit être aussi un peu attentif. Après, c'est une question de prix.
On pourrait se dire, moi je me fixe un budget de 100 € pour trouver mon appareil photo, je peux en acheter 10 à 10 €, j'espère qu'il y en a un dans les 10 qui soit fonctionnel. Plutôt que de mettre 100 € sur un seul appareil sans être sûr qu'il fonctionne, quoi. Ou bien je vais dans un magasin qui les révise et je Comme mets on en parlait tout à l'heure. et je mets les 100 €. Donc c'est une loterie, soyons très honnêtes. J'ai autant de déceptions que de côté où je me dis, j'ai fait l'affaire du siècle. Même en connaissant tous les réflexes, c'est pas que je me fais avoir, c'est qu'il y a des choses, on ne peut le voir que comme un film dedans, qu'on met une pile à l'intérieur et qu'on réalise un film, alors complet ou pas, on en parlera plus tard. Mais voilà, ce n'est pas une science exacte. Et encore une fois, si vous débarquez avec votre boîte à outils, votre MacLight sur le front, votre microscope pour regarder, le tournevis et toutes les piles, le gars en face de vous, le prix ne fait que augmenter. Ouais. Donc il faut essayer d'être discret. Et comme j'expliquais tout à l'heure, fixez-vous un but, un boîtier que vous cherchez et essayez de chiner ce boîtier-là en ayant été préalablement sur YouTube, par exemple. Regardez des vidéos de gens qui vous expliquent les choses qu'il faut vérifier. Il y en a plein aussi, effectivement. Tout à fait. Et je vous invite d'ailleurs, si vous avez par exemple aussi dans votre grenier peut-être des appareils photo dont vous ne connaissez pas la valeur ou savoir si c'est intéressant pour vous pour démarrer l'argentique, n'hésitez pas à contacter Monsieur Sanders sur son compte Instagram ou sur sa future chaîne YouTube qui arrive très vite d'ailleurs, ça arrive. Ou sur le bistrot de la photo. On vous répondra avec grand plaisir. Hein. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour là. En tout cas, c'était très très intéressant, même pour moi. Je crois que je vais aller me racheter un appareil photo argentique. J'espère que vous aussi, les bistronautes, vous avez pu vraiment apprécier la manière dont juger un appareil photo, en tout cas les premiers points d'attention sur la brocante, en chinant votre appareil photo. Effectivement, ce ne sera pas sûr à 100%, mais au moins vous limitez les risques jusqu'à un examen plus approfondi dans un deuxième temps, qui fera l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs. Et puis surtout, on limite les causes de déception. Ce côté ascenseur émotionnel. Dites-vous bien, quand vous chinez un appareil, il y a de fortes chances que ça n'aille pas, en tout cas comme on le souhaite. Tout simplement. Effectivement. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi au Bistrot de la Photo si ce n'est pas encore fait. Deviens un bistronaute. Active la petite cloche pour ne rater aucun des contenus, puisqu'il y aura encore du contenu dans l'aventure argentique de Monsieur Sanders sur le Bistrot de la Photo et sur sa chaîne, bien entendu. Il y aura aussi du contenu sur la photo digitale. Hein, on est en 2022. Il y en aura aussi, rassurez-vous, par moi ou par les autres chroniqueurs du Bistrot de la Photo. Et également, on parlera d'inspiration photo. Bref, tout ça dans le Bistrot de la Photo. Abonne-toi, active la petite cloche, mets un pouce bleu sur cette vidéo et commente-la. Ça aussi, ça aidera au référencement. On en a bien besoin pour démarrer cette nouvelle chaîne. Et d'ailleurs, en commentaire, dis-nous si tu as un appareil photo argentique, comment tu l'as choisi ou est-ce que tu l'as retrouvé dans ton grenier? Est-ce que tu es sûr qu'il fonctionne? Est-ce que tu vas appliquer les conseils de Monsieur Sanders pour le choix de ton appareil ou pour tester celui que tu as déjà? Bref, dis-nous tout ça en commentaire. Nous, en tout cas, on se retrouve très vite sur le Bistrot de la Photo, en live et en différé. Bref, pour tous les contenus qu'on va vous proposer et abonnez-vous aussi au compte Instagram. Je pense que je n'ai rien oublié. Le lien est dans la description. Voilà. À très bientôt. Salut. Ciao.